Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je suis accompagné de Gauthier. Bonjour Franck. Bonjour Gauthier. Alors aujourd'hui, nous vous présentons un nouveau concept, une nouvelle émission qui s'intitule Date clé. Avec Date clé, nous reviendrons sur une date importante de l'histoire de France pour vous la présenter. Alors aujourd'hui, comme ça cassé, nous sommes le 2 décembre 2017. Et quand on vous dit 2 décembre, la très grande majorité des amateurs et des passionnés d'histoire pensent automatiquement au 2 décembre 1804, qui vit le couronnement de Napoléon par le pape Pie VII. Cette scène fut immortalisée par le peintre David, peintre officiel du régime napoléonien. Pour information, ce magnifique tableau que nous pouvons encore admirer aujourd'hui au palais du Louvre. Le 2 décembre renvoie également à la bataille d'Austerlitz ou à la bataille des Trois Empereurs, lorsque les armées françaises de l'empereur Napoléon Ier écrasèrent les armées austro-russes de l'empereur François II du Saint-Empire et de l'empereur Alexandre Ier sur le plateau de Pratzen durant la guerre de la Troisième Coalition. Aujourd'hui encore, la stratégie employée par Napoléon est étudiée dans les écoles militaires du monde entier, notamment à West Point. En revanche, quand on dit 2 décembre, personne, ou presque, ne pense au 2 décembre 1851. Plus exactement, au coup d'État du 2 décembre 1851, quand Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République française depuis 3 ans, décide de conserver le pouvoir à quelques mois de la fin de son mandat, alors que la constitution de la Deuxième République lui interdisait de se représenter. Alors Gauthier, avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous présenter rapidement Louis-Napoléon Bonaparte ? Eh bien, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est tout à la fois l'un des principaux hommes d'État de la France contemporaine, qui a été empereur pendant 18 ans au cœur du siècle des révolutions, le 19e siècle, mais c'est aussi l'une des figures les plus méconnues et les plus dépréciées de notre historiographie. Pour le dire simplement, Louis-Napoléon Bonaparte, qui est donc couronné sous le nom de Napoléon III en 1852, c'est un prince à l'œuvre politique et sociale immense, mais qui à la fois est mal étudié, peu enseigné et finalement incomprise. Enfin, les choses changent. Le troisième Napoléon, Napoléon II, l'Aiglon étant mort alors qu'il n'était qu'un jeune adulte, le troisième Napoléon tend à être mieux jugé sur un plan historiographique depuis les années 2000, depuis en fait le bicentenaire de sa naissance en 2008. Il y a eu un certain nombre de colloques à cette époque le concernant. Il a même en France ses spécialistes reconnus, à commencer par Éric Anceau, qui est un méticuleux prosopographe des élites du Second Empire, le régime fondé par Napoléon III, et perdu par ce dernier après la célèbre défaite de Sedan à l'été 1870. Dans le même temps, M. Anceau est par ailleurs un fervent bonapartiste, comme d'aucuns sont des fervents gaullistes ou de fervents jaurétiens, encore aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle. Et il faut dire d'ailleurs que Napoléon III, c'est une doctrine. En tout cas, il aura tenté de l'incarner. Cette doctrine, c'est le bonapartisme. Et rétrospectivement, les bonapartistes sont bien davantage les continuateurs de l'œuvre sociopolitique de Napoléon III que celle de Napoléon Ier, bien sûr, puisque du premier empereur, on retient beaucoup plus la geste militaire, et quant à son œuvre politique, on retient beaucoup plus sa tentative personnelle d'une construction européenne en soi, dans un cadre un petit peu excessif, un petit peu hybride, celui de la France des 130 départements, on retient beaucoup plus ça finalement que ses réalisations de politique intérieure, qui naturellement sont contraintes par la guerre. Alors pourtant, ce qui est paradoxal avec ces éléments dont tu nous informes, qui sont pourtant vrais, c'est que Napoléon, à Sainte-Hélène, avait déclaré j'ai gagné 50 batailles rangées, Waterloo effacera tout ça. Par contre, Waterloo ne pourra jamais effacer le code civil. C'est quelque chose dont on parle très peu en fait chez Napoléon Ier, malheureusement. C'est vrai, parce qu'on retient finalement les guerres et ces centaines de milliers de morts. Je lisais l'autre jour qu'on avait du mal à les chiffrer, par exemple, ces morts. Est-ce qu'ils sont 500 000? Est-ce qu'ils sont 1,5 million? On retient beaucoup plus ces charniers finalement, ces batailles célèbres, la Bérésina notamment, que l'œuvre de politique intérieure de Napoléon Ier, qui existe, mais qui est contrainte par la guerre. Eh bien, son continuateur indirect, son petit-neveu Napoléon III, aura pour sa part une œuvre de politique intérieure avec de grandes réalisations.
mais qui seront aussi masqués par ces errements de politique étrangère. On associe sur le nom de Napoléon III de grandes réalisations de politique intérieure et de politique étrangère, mais aussi de grands échecs. On pense, alors entre les échecs et les qualités de l'empereur, de son inclination personnel au protectionnisme à l'époque où le libre-échange était un petit peu la loi économique, à la censure de la phase autoritaire de son empire. Ça, c'est plutôt la partie échec, en passant par sa piteuse expédition mexicaine de décembre 1861 qui se termine mal puisque eh bien, l'empereur qu'il veut placer sur le trône est exécuté par les Mexicains. Alors merci Gauthier pour cette rapide esquisse biographique. Alors je voudrais rajouter à titre personnel un livre sur Napoléon III qui m'a beaucoup plu en son temps. C'est le livre de Pierre Milza qui a été publié en 2004. Et en fait, il faut le savoir que cet ouvrage a reçu le prix des ambassadeurs et il a contribué à sa façon à élargir la notoriété de Napoléon III bien au-delà des cénacles napoléoniens, tout en redorant le blason du neveu de Napoléon Ier. Alors pour en revenir au stricto sensu Gauthier à Louis-Napoléon Bonaparte, il faut préciser que cette figure présente une particularité rare, particularité qu'on pourrait même qualifier de paradoxe, de paradoxal. En effet, Louis-Napoléon Bonaparte est à la fois le dernier monarque français, Napoléon III, tout en étant le premier président de la République à être élu au suffrage universel masculin. Alors Napoléon III, tu l'as dit, et semble pourtant moins connu que d'autres chefs d'État, alors qu'il a dirigé le pays de 1849 à 1870, soit 21 ans, avec à la clé de nombreuses réformes, dont tu as déjà un peu parlé. On pourrait également citer l'industrialisation du pays, des réformes économiques plutôt intéressantes, le développement des moyens de communication. Alors Gauthier, tu en as déjà un peu parlé, mais j'aimerais que tu développes un peu cet aspect. Comment expliques-tu le fait que Napoléon III soit mal aimé et en réalité méconnu, alors qu'il a quand même dirigé la France pendant 21 ans, avec des transformations dont on peut voir encore aujourd'hui l'impact dans notre pays, et notamment dans la ville de Paris? Eh bien, beaucoup d'historiens diraient, même s'ils le disent moins maintenant, que ce sont les échecs réels de Napoléon III qui expliquent en fait cette légende noire dont il reste victime un siècle et demi après son règne. Et c'est, je crois, avant tout son expédition militaire au Mexique qui a tissé cette légende. J'en ai parlé brièvement il y a quelques secondes, je vais approfondir le sujet. Napoléon III, en fait, prétendait créer un empire latin frère de la France qui puisse contrebalancer l'influence de la jeune République américaine qui était tout à la fois protestante et mercantile. Il voulait tailler un empire qui soit un État client pour la France, au cœur du continent américain, et pour cela, il a poussé en avant la candidature, qui n'était pas naturelle, naturellement, de Maximilien d'Autriche en 1863. Seulement le caractère éphémère de cette aventure, dont on ne saura pas si elle aurait été coloniale par ailleurs, ça l'histoire ne nous le dit pas, et puis la victoire des libéraux mexicains et l'exécution de Maximilien en 1867, eh bien, achève cette aventure et entache finalement le règne de Napoléon III qui avait soutenu Maximilien. Il y a aussi la guerre coûteuse, particulièrement coûteuse en vie humaine en Italie, avec cette célèbre bataille de Solferino, une guerre tellement coûteuse qu'elle suscite en réaction, et c'est plutôt heureux d'ailleurs, la création de la Croix-Rouge sous l'influence du Suisse Henri Dunant. Ça montre que, comme quoi cette guerre était coûteuse en vie humaine. Moindrement, on peut considérer le soutien implicite, en tout cas une certaine bienveillance de Napoléon III à l'endroit des États confédérés d'Amérique durant la guerre de sécession entre 1861 et 1865, comme l'un des éléments qui a contribué à la légende noire de l'empereur, puisque finalement, eh bien, celui-ci a choisi le mauvais camp, il a choisi le camp de la Confédération, et naturellement, c'est l'Union qui a remporté la guerre. D'autres éléments de sa politique étrangère concourent aussi à cette légende noire, comme bien une certaine naïveté que l'empereur a pu avoir à l'égard du royaume de Prusse. L'empereur, en fait, a favorisé deux unifications sur le continent européen, l'unification italienne
qui est une réalité en 1861, et il se dit que l'unification allemande serait aussi quelque chose de positif. Eh bien, il la favorise implicitement, cette unification, et elle se retourne contre lui, puisque cette naïveté à l'égard du royaume de Prusse, qu'il contribue indirectement à consolider, déclenche en fin de course la guerre franco-prussienne. Napoléon III espérait en fait des gains territoriaux de la part de Bismarck au Luxembourg et au Palatinat, moyennant une neutralité de la France durant la guerre que la Prusse livrait à l'Autriche en 1866. Et finalement, la Prusse gagne la guerre contre l'Autriche à l'issue de la bataille de Sadova, et la France n'obtient rien. Et à ce moment-là, Napoléon III voit bien qu'il s'est fait piéger, et il conviendra qu'il faut peut-être renforcer l'armée française en vue d'une possible attaque prussienne. C'est ce qui arrivera en 1870. Mais ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que, comme pour son illustre oncle Napoléon Ier, l'unification allemande s'est faite contre Napoléon Ier. Et là aussi, l'histoire nous apprend que les leçons de l'histoire ne sont jamais retenues. S'il y a bien une leçon à retenir de l'histoire, c'est celle-ci. Alors, merci de tous ces éclairages historiques, mais pour en revenir rapidement sur le fait que Napoléon III soit méconnu, ne penses-tu pas, ou décrié, ne penses-tu pas que ça tient également à deux choses, à la littérature, je pense notamment à Victor Hugo, et la deuxième chose, le fait qu'après le règne de Napoléon III, il y a eu une république. Et en fait, que ce soit une république ou un autre système, très souvent, lorsqu'il y a un changement de pouvoir, les nouveaux arrivants ont tendance à salir le régime qui le précédait dans une espèce de justification à la fois morale et politique. Qu'en penses-tu, Gauthier ? Oui, c'est évident. Et d'ailleurs, Raymond Aron précisait qu'un régime nouveau est toujours impatient d'affirmer son autorité en détruisant les fondements du régime ancien. C'est un classique de la vie politique. Quand on est un nouveau régime, on prétend peut-être qu'on est la continuité de quelque chose, mais on veut surtout faire table rase du passé. Et la Troisième République, qui est née sur les ruines de Sedan, cette défaite militaire de Napoléon III, a voulu effectivement faire oublier un peu le Second Empire, l'Empire autoritaire, cette première phase du Second Empire, également la fête impériale, cette démesure festive de l'Empire de Napoléon III. Des auteurs comme Victor Hugo aussi ont agi un petit peu comme agiraient aujourd'hui les auteurs en vogue dans le système médiatique, c'est-à-dire qu'ils ont descendu en flammes l'empereur en le taxant effectivement de Napoléon le Petit par dérision et par comparaison avec ce qui serait le grand Napoléon Ier. Heureusement, des historiens, enfin heureusement, je ne dis pas à juger, mais des historiens en tout cas, ont contribué à réviser un peu le jugement populaire et scientifique et universitaire sur Napoléon III et sur le Second Empire, en le considérant, somme toute, comme une période charnière au cœur du siècle des révolutions et une période plutôt faste pour la France. Économiquement, c'est vraiment la période où la France s'ancre de plein pied dans la révolution industrielle, même si la révolution industrielle a ses prémices durant la monarchie de Juillet, mais Napoléon III, par sa vision, on pourrait dire, d'État stratège, c'est un petit peu anachronique, mais fait que l'État commande cette révolution industrielle, qui l'articule autour de grands projets, le développement du réseau ferroviaire, le chemin de fer. Notamment sous l'influence de Saint-Simon. Oui, l'influence de Saint-Simon, puisque Napoléon III, dans sa jeunesse, a pu être socialiste saint-simonien. La création ad hoc de villes comme Saint-Nazaire, qui est avant-port de Nantes, c'est aussi l'œuvre de Napoléon III. Il y aurait beaucoup de choses à dire pour finalement réhabiliter sur le plan historiographique le Second Empire, et ça a commencé à être fait depuis le début des années 2000. Pourrais-tu rappeler dans les grandes lignes le contexte historique à la veille du 2 décembre 1851 ? Oui, alors c'est naturellement le contexte de la Deuxième République, qui a été proclamée donc 3 ans plus tôt, après la chute de Louis-Philippe, qui a été dernier des rois, alors pas dernier roi de France, on disait qu'il était le roi des Français, c'est un peu une innovation. En tout cas, il est tombé en février 1848, et avec lui est tombée la maison d'Orléans.
bien que la doctrine qui en est issue, l'orléanisme, aura pour sa part une longue postérité. Je fais un petit aparté, mais il faut bien avoir à l'esprit que le centrisme des 20e et 21e siècles, d'un Le Canuet à un Macron, à sa manière, c'est une continuation de l'orléanisme. Pour revenir au prince-président, on l'appelait comme ça, Louis-Napoléon Bonaparte ne fait pas ce coup d'État à partir de rien. Comme tu le disais, Franck, il y a quelques minutes, on oublie souvent que depuis décembre 1848, il est président de la République, le premier qui est d'ailleurs connu à la France. Il est élu triomphalement avec 75% des suffrages exprimés, soit plus de 5 millions de bulletins en son nom, pour une raison simple, c'est le suffrage universel et puis ce napoléonisme résiduel dans les campagnes, qui fait que les 9 millions d'électeurs, eh bien, par sympathie pour l'histoire napoléonienne, pour la geste napoléonienne, vont se reporter sur Louis-Napoléon. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que même si Napoléon a quitté la France depuis 1815 et qu'il est mort depuis 1821, bien évidemment, là, il y a eu une campagne présidentielle, mais ce n'était pas une campagne comme aujourd'hui, on se doute. Mais Louis-Napoléon, à l'époque, qui n'est pas encore Napoléon III, Louis-Napoléon a quand même énormément bénéficié de l'aura et de prestige de son oncle. On oublie quelque chose d'important, c'est qu'à partir de 1815 et dans les années qui vont suivre, tous les grognards napoléoniens, tous les soldats de cette grande armée, dans les villages, dans les campagnes, vont raconter un peu cette histoire napoléonienne, parfois en la transformant, parfois en l'améliorant, en la magnifiant, et tout ceci va en fait créer un climat plutôt favorable à Louis-Napoléon Bonaparte, chose qui était difficile de pressentir à l'époque. Et c'est vrai que lorsque Napoléon III remporte l'élection, beaucoup de gens sont étonnés, mais ils avaient sous-estimé l'impact de tous ces anciens soldats napoléoniens, ces fameux demi-soldes, parce qu'ils ne touchaient plus leur solde, d'où le nom, de tous ces fameux soldats un peu déchus suite à la défaite de l'Empire, qui ont contribué en fait à continuer l'œuvre de Napoléon Ier en transmettant en fait l'aura napoléonien par des récits au coin du feu. On imagine souvent un peu ce tableau, un peu image d'Épinal, le grognard avec ses vieilles moustaches, sa tenue militaire, sa baïonnette, sa pipe, racontant au coin du feu les exploits napoléoniens. Donc ça a contribué grandement à l'élection de Napoléon. Oui, tout à fait, l'aspect chamarré des uniformes. Et puis, il faut quand même contextualiser suivant la chronologie. En fait, un peu plus de 30 ans avant l'élection présidentielle, Napoléon Ier était le chef de l'État. 26 ans avant cette élection, c'était la rédaction et la publication du Mémorial de Sainte-Hélène, qui est un des grands succès littéraires du 19e siècle. Donc l'héritage napoléonien, c'est encore quelque chose de très frais. C'est qu'une seule génération avant, il subsiste naturellement des survivants dont tu as parlé, des guerres napoléoniennes pour le coup. Il est donc normal que, notamment dans les zones rurales, qui sont quand même la majorité de l'armature démographique du pays, eh bien, il est normal qu'il y ait de la sympathie pour Louis-Napoléon Bonaparte, même si on ne connaît pas forcément son programme. C'est pas du tout la question, c'est la sympathie pour une image. Et ça fait que Louis-Napoléon Bonaparte parvient à rassembler sur son nom, en tout cas sur son image, 75% des voix, tandis que bien le deuxième, Eugène Cavaignac, qui est un républicain soutenu par l'appareil d'État et chef du gouvernement temporairement, lui n'obtient que 20% des voix. C'est pourtant un militaire, mais les tenants du Parti de l'Ordre n'ont pas misé sur lui, puisque en vue de l'élection présidentielle de 1848, des hommes par exemple comme Adolphe Thiers, qui aura un grand rôle eh bien, après le Second Empire, ils préfèrent soutenir Louis-Napoléon Bonaparte. Ils estiment qu'ils pourront l'influencer politiquement, qu'ils en feront leur jouet politique. Il y a également d'autres candidats qui auraient pu finalement recevoir les faveurs d'un camp bourgeois, modéré, républicain. Eh bien non, ils sont boudés dans les urnes, comme Alphonse de Lamartine, qui pourtant est un littérateur connu à l'époque. Eh bien il finit avec un piteux 0,2% à peine 17 000 voix. Et puis il y a des choses quand même assez paradoxales, c'est que on aurait pu penser que Louis-Napoléon Bonaparte, par exemple, ne rassemble pas les voix des monarchistes, puisqu'il représentait la dynastie Oni, les Napoléonides. Et bien pourtant, il rassemble sur son nom, parmi les 5 millions de voix, beaucoup de voix monarchistes. Il y a bien sûr de l'abstention de l'électorat monarchiste, mais aussi un vote pour Bonaparte, puisque finalement, le candidat officiel du camp légitimiste, Nicolas Changarnier, candidat de loyauté,
il fait encore moins que Lamartine, il fait seulement 0,06% des voix. Preuve que l'essentiel des voix monarchistes s'est en fait dispersé entre une forte abstention et aussi une forte minorité de soutien à la candidature Bonaparte, qui associe donc deux électorats très distincts, une bourgeoisie urbaine et modérée, et une plutôt orléaniste, et puis une noblesse rurale et ultra-cléricale, plutôt légitimiste. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au cours de cette élection, discrètement, ce scrutin marque également l'émergence d'un premier camp socialiste autour des candidatures de Ledru-Rollin, qui recueillera 5,1% des voix, et également de François-Vincent Raspail, 0,5% des voix. Donc il faut noter que cette frange du Parti républicain va se structurer tout au long du Second Empire, et va être la frange qu'on peut dire la plus radicale. Mais cette maturation en tant que parti ou organisation volontaire va être plutôt poussive, plutôt lente. Groupusculaire sous l'Empire autoritaire, les républicains n'apparaissent en fait politiquement que lors des élections législatives de 1863 avec 1 million de voix, mais surtout avec celle de 1869, 1,5 million de voix. Donc on voit bien cette progression tout au long de l'Empire. Oui, effectivement. Alors il faut dire que les républicains, par ailleurs, au tout début du Second Empire, hein, les premiers scrutins, le scrutin de 1852 notamment, en fait, la plupart de leurs chefs sont exilés ou sont proscrits politiquement, donc ils ne peuvent pas agir. Effectivement, Franck, il passe d'une opposition groupusculaire à une opposition structurée, notamment autour de figures très tardivement comme Gambetta et son discours de Belleville en 1869. Vous pouvez d'ailleurs jeter un coup d'œil au passage sur le site de Fréquence Histoire, puisque vous y trouverez la cartographie des résultats électoraux de 1848. On a mis en ligne une carte des résultats de cette élection présidentielle, où vous pourrez constater quelles sont les différentes zones de force électorale de ce premier bonapartisme. On peut parler d'un premier bonapartisme pour le coup. Ça va de la région parisienne à la Normandie, fief conservateur, en passant par le Poitou. Vous pourrez voir un petit peu comment s'organise cet électorat. Bref, au terme de ces quelques mois de régime républicain, entre février et décembre 1848, c'est donc de nouveau un Bonaparte qui prend les commandes de la France, un personnage assez peu connu, mais dont beaucoup d'observateurs politiques pressentent, à raison, que son ambition dépasse très largement le cadre étroit de son mandat présidentiel. Quand je parle de cadre étroit, je veux dire qu'en fait, le mandat est prévu pour durer 4 ans, ce qui est assez court, sur le modèle américain d'ailleurs, et qui en plus il est unique, il n'y a pas de possibilité de réélection. Ce qui va poser problème à Louis-Napoléon Bonaparte, parce que naturellement il veut durer au pouvoir. Et s'il a obtenu le soutien du Parti de l'Ordre lors de son élection, il demeure isolé politiquement, sans assise parlementaire pour l'appuyer, puisqu'il est rejeté bien sûr par les républicains qui lui ont préféré Cavaignac, et il doit donc, pour contrebalancer ça, eh bien s'allier avec des monarchistes, notamment Alfred de Falloux et Odilin Barrot, ce qui n'est pas facile. Or, cette alliance de circonstances avec le camp monarchiste, en tout cas une partie de celui-là, ne modère pas la parole de l'Assemblée nationale, Assemblée qui, par ailleurs, en mai 1849, quelques mois après l'élection présidentielle, a élu une majorité monarchiste. Donc en fait, la majorité présidentielle est hostile au président. Mais celui-ci, par maladresse, ou peut-être par volonté de s'affirmer, n'essaye pas de se concilier les bonnes grâces du Parlement, puisque, par exemple, eh bien, il rédige une lettre de soutien à ce qu'on appelle à l'époque la liberté italienne, contre le rétablissement de l'absolutisme du pouvoir temporel du pape Pie IX, en août 1849. Alors ce texte, il est salué par les républicains, c'est bien normal, on peut s'y attendre, mais il est désapprouvé par sa majorité parlementaire et même son propre gouvernement. Il commence à partir de ce moment à y avoir une fronde parlementaire qui fait que le président Bonaparte n'est pas appuyé par son Parlement, et il cherche la manière d'organiser son propre pouvoir. Alors il s'entoure tout d'abord, à partir d'octobre 1849, du général de Hautpoul, qui est son ministre des commis, mais l'Assemblée continue d'entraver son action. Par exemple, elle approuve la loi Falloux sur la liberté de l'enseignement, ce qui naturellement favorise de beaucoup l'influence du clergé.
L'Assemblée adopte également une nouvelle loi électorale le 31 mai 1850 qui aboutit à la limitation de l'exercice du suffrage universel. En gros, celui-ci passe de 9 millions de votants à 6 millions de votants, en écartant délibérément certaines parties de l'électorat, pour des questions de durée de résidence notamment. Ce qui fait que beaucoup d'artisans, beaucoup d'ouvriers saisonniers, pour ces conditions de résidence, ne peuvent plus participer, ce qui réduit à la fois l'électorat démocrate-socialiste, l'électorat d'un Ledru-Rollin ou d'un Raspail par exemple, mais aussi une partie des électorats respectifs du camp légitimiste et du camp de Louis-Napoléon Bonaparte, qui eux sont partisans d'une démocratie plébiscitaire. Alors, pour répondre un peu à ces attaques du Parlement, le président Bonaparte entreprend alors une tournée dans le pays durant le printemps et l'été 1850, et cette tournée va lui permettre de mesurer sa popularité réelle. Il en profite d'ailleurs au cours de cette tournée, donc où on imagine, où il serre les mains, où beaucoup lui disent on a combattu pour votre grand-oncle, il en profite pour distiller des messages anti-parlementaires. Ainsi, le 9 juin 1850, il déclare « Mes amis les plus sincères, les plus dévoués, ne sont pas dans les palais, ils sont sous le chaume, ils ne sont pas sous les lambris dorés, ils sont dans les ateliers et dans les campagnes. » Ouais, c'est finalement un peu de populisme avant l'heure. Oui, alors Louis-Napoléon Bonaparte poursuit cette parole critique vis-à-vis de l'Assemblée en septembre lors d'un passage en Normandie. Il fait alors allusion à une évolution politique à venir, qui selon lui sera appuyée par les vœux exprimés par les conseils généraux, se prononçant pour une révision constitutionnelle permettant la réélection du président, contre le principe de sa non-rééligibilité. Oui, ce qui fait que, en fait, eh bien, petit à petit, l'opinion publique et la classe politique est convaincue et convertie à l'idée d'une révision constitutionnelle. Louis-Napoléon Bonaparte, on en est convaincu, va réformer la Constitution et rester au pouvoir après 1852. Seuls les républicains sont opposés à cette idée naturellement. Le président est d'ailleurs soutenu dans cette démarche de volonté d'une révision constitutionnelle, notamment par Odilon Barrot, le comte de Montalembert ou Tocqueville. Et puis on veut aussi rallonger le mandat présidentiel, eh bien il passe de 4 ans à 10 ans. Et au passage, il y a l'abrogation de la loi électorale de mai 1850 qui suscite tout de même quelques réserves. Alors le 11 avril 1851, une nouvelle équipe ministérielle dirigée par Léon Fauché est mise en place dans le but de rallier le vote conservateur, mais ça reste un échec. Léon Fauché est lui-même hostile à l'abrogation de la loi électorale, un texte qu'il avait pourtant défendu un an auparavant. Et à la suite d'une vaste campagne de pétition qui fonctionne, puisqu'elle recueille 1,5 million de signatures, avec une prépondérance dans le bassin parisien, en Aquitaine, dans le Nord, là où on avait voté pour Louis-Napoléon 3 ans plus tôt, le duc de Broglie dépose le 31 mai 1851 à l'Assemblée une proposition de loi qui est soutenue par 233 députés pour réviser la Constitution et rendre rééligible en 1852 le président Bonaparte. Et comme tu l'as dit, Franck, en province, Louis-Napoléon prononce donc des discours, avec le soutien naturellement de l'appareil d'État, en forme de manifeste et d'appel au peuple. D'ailleurs, il en fera, les bonapartistes, après la mort de Napoléon III, feront de ce thème de l'appel au peuple le nom de leur groupe parlementaire, puis le nom de leur parti. C'est une autre histoire. Et Louis-Napoléon Bonaparte s'en prend notamment à ce qu'il appelle l'inertie de l'Assemblée législative, et il déclare se mettre à la disposition de la France. Et si les 2/3 des conseils généraux se rallient à sa cause, les orléanistes, ainsi que Changarnier, ancien candidat légitimiste à l'élection présidentielle, eux s'allient à la fraction la plus ouverte des républicains, ce qu'on appelle la montagne parlementaire, successeur des Jacobins de 93, pour s'y opposer. Alors il y a pas mal de débats, il y a plusieurs semaines de débats, et finalement le 21 juillet, l'Assemblée se prononce sur la réforme constitutionnelle. Et bien qu'obtenant une majorité de 446 voix en sa faveur, dont celle de Tocqueville, il faut le noter, contre 278, la révision constitutionnelle n'est pas adoptée. C'est une grande surprise qui fait que Louis-Napoléon Bonaparte, qui estimait pouvoir passer par la phase réformiste, va finalement se convaincre qu'il doit faire un coup d'État. Il
faut noter que l'historien Louis Gérard écrit Louis-Napoléon aurait de beaucoup préféré une prolongation légale de ses pouvoirs, mais la solution légale étant impossible, il se résolut au coup d'État. Ce qui est intéressant en fait dans cette période, aussi bien à l'époque de la Révolution, c'est que beaucoup de révolutionnaires ou même beaucoup d'acteurs politiques essayent toujours de garder une espèce de forme de respect de la légalité. Ça me fait penser aux assassins de César qui veulent toujours se parer dans la légalité romaine pour ne pas passer pour des hors-la-loi malgré leur coup de poignard. Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que si les rumeurs de coup d'État fomentées par l'Assemblée ou par Louis-Napoléon avaient commencé à circuler dès l'année 51, c'est à partir de l'échec de la révision constitutionnelle que la certitude d'une épreuve de force, dont l'initiative partirait de l'Élysée, s'impose dans le grand public. Alors celle-ci est minutieusement préparée à partir du 20 août à Saint-Cloud. Les initiés étaient peu nombreux et regroupés autour du duc de Morny, demi-frère de Louis-Napoléon. On y retrouve en outre Victor de Persigny, un fidèle de Louis-Napoléon, Eugène Rouet, Émile Fleury, Pierre Carlier, préfet de police de Paris, le général de Saint-Arnaud et ainsi que le général Magnan, commandant de la place de Paris. Oui, alors il y a plusieurs dates qui sont envisagées pour ce qui sera le 2 décembre, assez fortuitement finalement, hein, puisqu'on pense tout d'abord faire ce coup d'État le 17 septembre ou le 22 septembre, pour une raison très simple, hein, c'est que l'Assemblée est en vacances. Mais du fait de la défaillance provisoire de Saint-Arnaud, eh bien, le projet est reporté. Louis-Napoléon Bonaparte en profite pour tenter d'obtenir de nouveau de l'Assemblée nationale le rétablissement du suffrage universel et l'abrogation de la loi électorale de 1850. La manœuvre n'aboutit pas et Léon Fauché, qui refuse de soutenir l'initiative présidentielle, démissionne le 12 octobre, suivi des autres ministres du gouvernement. Alors un nouveau cabinet est formé le 27, qui comprend 3 représentants de l'Assemblée et le général de Saint-Arnaud, donc l'un des conspirateurs, qui est nommé stratégiquement au ministère de la Guerre. Ce dernier rappelle aux militaires leur devoir d'obéissance passive. Le 1er novembre 1851, on conditionne en fait mentalement ceux qui seront les acteurs par la baïonnette de ce coup d'État. Et il y a une circulaire qui demande de veiller au salut de la société. Formule ambiguë. Hein. Formule ambiguë, oui. Ça peut faire penser veiller au salut de l'Empire d'ailleurs. Chant impérial bien connu. D'autres proches de Louis-Napoléon Bonaparte sont placés comme ça à des postes clés. Le général Magnan, que tu as cité, est nommé commandant des troupes de Paris. Le préfet de la Haute-Garonne, Maupas, est promu préfet de la police de Paris en remplacement de Carlier. Et pendant ce temps, la proposition d'abrogation de la loi électorale est déposée à l'Assemblée le 4 novembre 1851. Elle est rejetée de nouveau le 12 par 355 voix contre 348. Il n'y a que 7 voix de majorité. Et on prépare comme ça le coup d'État petit à petit, hein, qui se profile finalement plutôt pour décembre. Alors que des députés demandent la mise en accusation du président de la République, Thiers et ses amis tentent de réactiver un décret de la Constituante qui était tombé en désuétude, qui donnerait au président de l'Assemblée le droit de requérir directement l'armée sans avoir à en référer au ministre de la guerre. Pour lui, Napoléon Bonaparte, c'est une déclaration de guerre et un plan d'action est immédiatement mis au point pour mettre l'Assemblée en état de siège au cas où une telle loi serait adoptée. Alors le 17 novembre, elle est finalement repoussée par 408 voix, donc la majorité des républicains, des bonapartistes et de nombreux royalistes, contre 338, la majorité des orléanistes et des légitimistes. Après avoir encore reporté la date du coup de force du 20 au 25 novembre, Louis-Napoléon fixe au 2 décembre, jour anniversaire du sacre de Napoléon en 1804 et également victoire d'Austerlitz en 1805. L'opération est baptisée Rubicon par allusion à Jules César. Alors Magnan rassemble des généraux sous ses ordres et leur demande de se tenir prêts. La garde nationale, seule force armée capable d'opposition à Paris, est neutralisée. Enfin, les maîtresses du président et de Morny, Miss Howard et Fanny Lehon, ainsi que des banquiers, avancent l'or nécessaire à l'opération, ce qui évita aux comploteurs de piller les coffres de la Banque de France. Oui, c'est des petites anecdotes, mais finalement elles ont leur importance, puisque comme ça le coup d'État pourra se réaliser sur de bonnes bases financières. En tout cas, ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que on ne fait pas qu'une révolution avec des idées ou des armes, il faut aussi de l'argent. Non, et c'est ce que d'ailleurs les communards ne comprendront pas
après la chute du Second Empire, puisqu'ils auront des pudeurs à voler, à s'accaparer l'argent de la Banque de France. C'était une erreur politique. Alors dans la nuit du 1er au 2 décembre, donc, les troupes de Saint-Arnaud occupent tous les points stratégiques de Paris, ça va des Champs-Élysées aux Tuileries, 60 000 hommes en tout, appuyés par plus de 100 pièces d'artillerie, occupent la capitale. Alors Louis-Napoléon III fait par ailleurs occuper toutes les imprimeries, dont l'imprimerie nationale, alors que seulement les journaux favorables à l'Élysée peuvent continuer de paraître. Il y a aussi des actions intéressées qui sont faites à l'intention des cafés, qui sont les lieux de discussion politique par excellence, et aussi on y pense moins vis-à-vis des écuries, puisque on pourrait finalement y louer des chevaux pour fuir Paris. Eh bien, les cafés et les écuries sont fermés. Maupas fait arrêter les chefs de l'opposition, qu'ils soient républicains ou monarchistes. On voit quels sont les ennemis toujours de Louis-Napoléon Bonaparte. Ils sont arrêtés par les commissaires de police. Il y en a un seul qui refuse et qui est arrêté. Alors Napoléon III fait placarder sur les murs de Paris, dès 6 heures du matin, le texte de ses proclamations. L'un est un appel au peuple, à destination des Français, tandis que l'autre est une proclamation à l'armée. Il édicte des décrets dans lesquels il déclare l'état de siège, la dissolution de l'Assemblée nationale, le rétablissement du suffrage universel, la convocation du peuple français à des élections et enfin la préparation d'une nouvelle constitution. Son appel au peuple annonce son intention de restaurer, je cite, le système créé par le premier consul. Dans la nuit du 2 décembre, les 78 premières personnes arrêtées sont en majorité des militants de l'extrême gauche républicaine, mais également 14 élus, des militaires, comme le général Nicolas Changarnier, Cavagnac, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Lamoricière, des royalistes, Adolphe Thiers et quelques montagnards comme Martin Nadeau et Jules Millot. Les imprimeries sont occupées, ainsi que les journaux républicains, pour les empêcher de paraître. Oui, effectivement, et le siège de l'Assemblée étant occupé par la troupe, il y a à peu près 300 parlementaires sur les 750 que compte la Chambre, moins les 16 députés déjà arrêtés, essentiellement du Parti de l'Ordre, qui se réfugient dans la mairie du 10e arrondissement de Paris, enfin de l'ancien 10e arrondissement. Et se basant sur l'article 68 de la Constitution de la Deuxième République, selon laquelle toute mesure par laquelle le président dissout l'Assemblée nationale est un crime de haute trahison, eh bien par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions, les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance. On essaye d'activer cet article, mais naturellement, ça ne fonctionne pas, même si 220 députés votent à l'unanimité la déchéance et la mise en accusation de Louis-Napoléon Bonaparte, notamment des libéraux comme Rémusat, Salmon ou Tocqueville. Ça ne marche pas pour autant, et le coup d'État continue tranquillement. Les ouvriers parisiens restent pour leur part dans l'expectative, ils sont assez méfiants envers ce nouveau régime qui s'annonce. Les magistrats de la haute cour se contentent factuellement de constater qu'ils ne peuvent plus remplir leurs fonctions, puisque le palais de justice est occupé par la troupe, et au soir du 2 décembre, il semble que la partie est gagnée pour les conjurés, et a priori, sans effusion de sang. Alors l'appel à la résistance armée vient de la soixantaine de députés montagnards et républicains qui forment un comité de résistance, avec entre autres Victor Hugo, Victor Schœlcher ou encore Carnot, qui en appelle au peuple contre Louis-Napoléon, qui est dénoncé comme une personne qui a violé la Constitution et s'est mis lui-même hors la loi. Alors il se réfère, toujours ce souci de la légalité, aux articles 68 et 110 de la Constitution. Il décide d'essayer de soulever les quartiers populaires de l'Est parisien et de dresser des barricades pour le lendemain. Cependant, le 3 décembre, seule une vingtaine de représentants nationaux se retrouvent sur les quelques 70 barricades érigées dans ce fief républicain qu'est la capitale. On y trouve notamment Victor Schœlcher, Victor Hugo ou le député Alphonse Baudin, fauché par un tir de soldat alors qu'il tient la barricade du faubourg Saint-Antoine. C'est un des rares cas où un député, d'ailleurs, est assassiné même accidentellement. On n'en trouvera pas beaucoup dans l'histoire parlementaire. Non, c'est vrai. Alors, de nombreux insurgés sont bien évidemment abattus. Si le préfet Maupas s'inquiète et écrit au duc Charles de Morny, je ne crois pas que les sympathies populaires soient avec nous. Nous ne trouvons pas d'enthousiasme. Le bon côté de la médaille, c'est que la troupe paraît décidée à agir avec intrépidité. Morny, lui, est convaincu que le nombre d'insurgés ne peut rivaliser en nombre avec ceux des Trois Glorieuses de juin 1848.
Il préconise donc de laisser les insurgés se dévoiler et s'installer afin d'éliminer toute résistance. Le soir du 3 décembre, le général Saint-Arnaud publie un arrêté qui dispose que tout individu pris, construisant ou défendant une barricade ou les armes à la main sera fusillé. 3 étudiants sont arrêtés, porteurs de proclamations opposées au coup d'État. Ils sont abattus et leurs corps sont jetés à la Seine. Magnan a donné pour ordre de fusiller sommairement tous les prisonniers, mais la consigne n'est pas systématiquement appliquée. Dans la nuit du 3 décembre, une trentaine de milliers de soldats sont déployés dans les zones tenues par les insurgés parisiens, principalement l'espace compris entre les grands boulevards et la Seine, ainsi qu'au jardin du Luxembourg et à la montagne Sainte-Geneviève. Et oui, et le coup d'État continue son chemin. Dans l'après-midi du 4 décembre, sur les boulevards Montmartre et Poissonnière, la troupe se rassemble et côtoie une foule où se mêlent des curieux, simples badauds et des manifestants. Et c'est alors que bien survient le drame, plus de 300 morts à l'issue de ce qu'on appellera la fusillade des grands boulevards. Tout ça parce que quelques malheureux ont crié « Vive la Constitution, vive l'Assemblée nationale !» Eh bien, ils sont fauchés par la mitraille de la division Camp-Robert. Il y aura donc 300 morts. Ce qui fait que finalement, ce coup d'État n'est pas si neutre que ça, et que ce sang du 2 décembre entachera toujours, notamment sur le plan historiographique pour y revenir, l'image du Second Empire, l'image de Napoléon III. C'est un siècle et demi après, nous vivons encore cette image dépréciée. Il n'y a cependant pas eu plus de 1000 à 1200 insurgés, selon l'historien Vigier. Éric Anceau, lui, parle de quelques milliers. Et la résistance parisienne au coup d'État est écrasée, alors que la ville est assez passive et terrifiée. Il y a le bilan de ces journées parisiennes, 300 à 400 personnes tuées, sans compter les soldats, et puis aussi toute l'issue de ce coup d'État en province, avec, par exemple, dans le sud-est, et dans quelques départements du sud-ouest et du centre, et dans quelques localités, à Clamecy, à Mirande, à Bédarieux, au Donjon, à Millau, des résistances républicaines. Par exemple, le 5 décembre, il y a une insurrection qui se déclenche dans le sud-est, dans différentes communes, au Mé, à Apt, à Digne, à Barcelonnette, à Manosque. On résiste contre ce qui est un coup d'État avéré. À Digne, la garnison capitule le 7 décembre et les républicains prennent le contrôle de la préfecture. C'est un cas unique en France. C'est la seule préfecture à tomber entre les mains des républicains. Et il y aura 6 jours de flottement. La ville ne sera reprise que le 13 décembre. Le département des Basses-Alpes, ce qu'on appelle les Basses-Alpes à l'époque, est alors administré par un comité départemental de résistance. À partir du 7 décembre 1851. On retrouvera un peu ces phénomènes après la guerre franco-prussienne, avec des phénomènes, bien sûr, la Commune de Paris entre mars et mai 1871, mais aussi des petites communes locales, du Mans à Alger, en passant par d'autres villes, en passant par Marseille avec le préfet Esquiros. On retrouvera ce genre de phénomène de résistance. Là, c'est une résistance, naturellement, à un coup d'État, c'est tout autre chose. Ces insurrections, toutefois, malgré elles, sans doute, servent la cause de Louis-Napoléon. Parce que... On peut dire que les bourgeois, qui sont orléanistes, légitimistes, ont pris un peu peur. Ils ont peur de la réaction. Ils ont peur des Rouges. Très, très clairement, la réaction a peur de ces soulèvements populaires. Cette réaction de conservation finalement de la République aboutit, malgré elle, à renforcer ce nouveau régime qui vient. Et tout cela est maté en une quinzaine de jours, et conformément à son appel au peuple, Louis-Napoléon rétablit le suffrage universel masculin, et il convoque tous les Français le 21 décembre, et face à l'égalité constitutionnelle dont se prévalaient les défenseurs de la République, les bonapartistes opposent le suffrage universel placé au-dessus de la Constitution et la confiance directe manifestée par le peuple comme seule source de légitimité. Ça y est, le coup d'État a fait son œuvre, et c'est parti pour 18 ans de règne de celui qui deviendra l'année suivante Napoléon III. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsqu'il y a des périodes de troubles, les personnes qui hésitent vont naturellement vers le côté, vers le pouvoir, et non pas vers les rebelles, entre guillemets. Il y a quand même toujours en France un certain esprit, on va dire, je ne vais pas dire légitime, mais plutôt légaliste.
Oui, parce que les Français ne veulent pas la révolution et qu'ils vous préféreront toujours un meneur, un dirigeant modéré qui leur promettra les libertés, mais les libertés dans l'ordre. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la propagande bonapartiste, justement, ne manquera pas également d'agiter la hantise du péril rouge. Expression ici de l'opuscule Spectre rouge de 1852, écrit par Auguste Romieux, qui, en distillant des balivernes de jacquerie, veut accroître la peur du socialisme et accepter le coup d'État. Il y a également le thème du sauveur de la nation, appuyé par une administration zélée et par le clergé catholique. Cette histoire en fait de sauveur de la nation avait également été accolée à Napoléon Ier. On voit bien qu'en France, il y a également encore une tradition à la fois dans le légalisme, mais également dans ce fameux homme, disons-le clairement, providentiel. Alors la consultation, elle, se déroule en pleine terreur sur la partie du territoire encore en état de siège. Seuls les journaux favorables au plébiscite sont autorisés à apparaître. Les listes électorales sont purgées contre le coup d'État et le vote. Mais le président jouit déjà d'une réelle popularité auprès des paysans. Et la nature de la consultation ne laisse guère de choix entre l'état de fait accompli et le néant. Du coup, les civils sont autorisés à voter à bulletin secret, alors que l'armée, la marine, se prononce à registre ouvert. Il n'est pas question non plus de faire campagne pour le non en pleine proscription. Outre le climat de répression et de terreur, la fraude est patente. Appel nominatif par 2 fois des retardataires pour les rappeler à leur devoir d'électeurs. Parmi les électeurs civils qui figurent sur liste électorale, certains sont oubliés ou sont absents de la commune. Selon l'historien Frédéric Négrel, à Artisnioc, par exemple, dans le département sous état d'urgence du Var, seuls les bulletins oui étaient imprimés, les noms devaient être écrits à la main. De plus, on donnait le bulletin au président du bureau de vote qui le glissait lui-même dans l'urne. Oui, enfin, ceci étant, pas de naïveté sur la manipulation des scrutins au XIXe siècle. C'est chose courante, finalement, jusqu'à à peu près 1913 et l'obligation d'employer des isoloirs, notamment pour la confidentialité des votes. Tout le monde l'a fait, les bonapartistes l'ont fait, on l'a fait sous la monarchie de Juillet, et les républicains le feront. Un seul exemple, quand après la guerre contre la Prusse, on convoque en urgence des élections, et bien tout simplement on change le mode de scrutin, on passe au scrutin de liste, en imaginant comme ça que par la suppression temporaire du scrutin d'arrondissement, eh bien les notables, et notamment les conservateurs, auront beaucoup plus de mal à apparaître au regard des électeurs. Et finalement, 1871, eh bien, c'est une majorité conservatrice, la plus conservatrice de l'histoire parlementaire française, qui émerge, puisqu'il y a plus de 400 députés royalistes. Alors, ce qui est intéressant par rapport aux résultats de ce plébiscite, c'est que le corps électoral se prononce favorablement sur la révision, avec plus de 7 millions de voix, pour à peine 640 000 non. Donc ces résultats sont bien évidemment entachés de certaines irrégularités, mais sur le plan politique et sur le plan également, on va dire, de la propagande, ça montre que le peuple français à l'époque était parfaitement en accord avec son nouveau chef d'État pour réviser la Constitution afin de lui permettre de garder le pouvoir quelques années supplémentaires. Oui, puis il n'y a pas encore cette maturité sociologique, électorale du peuple français. Et puis il faut dire aussi que la moitié d'un corps électoral théorique, les femmes ne sont pas électrices, ne sont pas électeurs. Donc forcément, ça favorise plutôt à la fois en 1848 l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte et puis en 1851 ce coup d'État qui n'est pas une dictature, qui est la mise en place d'un État autoritaire, mais où subsistera toutefois des élections, notamment législatives, avec certes un pouvoir législatif un peu morcelé, mais ce n'est pas non plus une dictature, ce sera, pour revenir à ce que nous disions en introduction, une grandeur pour la France, notamment pour son développement économique, et aussi la réduction des inégalités sociales par la prise en compte de cette question sociale et ouvrière sur laquelle Louis-Napoléon Bonaparte, on n'y est pas revenu d'ailleurs, avait travaillé assez jeune, dans le cas notamment de son écrit « L'extinction du paupérisme ». Voilà, chers amis, pour cette émission sur le 2 décembre, sur la prise de pouvoir
de Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra donc empereur en 1852. Sous le nom de Napoléon III. Sous le nom de Napoléon III. Merci pour votre fidélité à cette première ébauche de Fréquence Histoire, dont on vous rappelle que la première émission, consacrée à Antonio Gramsci le 2 novembre dernier, avait eu un certain succès, écouté plus de 1500 fois pour l'instant. Merci pour cette écoute. Depuis, notre site internet a été officiellement lancé, vous l'avez vu, et vous y trouverez d'ailleurs 2 courtes chroniques littéraires écrites, la première sur Alcibiade de Jacqueline de Romilly, et la deuxième sur le duc de Chambord. Eh bien écoutez, on vous rappelle notre prochaine émission qui aura lieu en direct, donc visible directement sur notre page Facebook en direct. Elle sera consacrée à Nicolas Machiavel. D'ici là, eh bien, écoutez, on vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas notre devise, aimer et faire aimer l'histoire. Gauthier, merci beaucoup. Merci Franck, à bientôt. À bientôt, merci Gauthier.